Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Je suis Anne-Laure Delahousse, l'une des vétérinaires techniques du laboratoire pharmaceutique Elanco, et je suis ravie de vous accueillir très nombreux aujourd'hui à Marseille lors de ce congrès de la VAC pour notre symposium de dermatologie. Alors, cet après-midi, nous allons parler nouveautés thérapeutiques et nous allons parler également dermatite atopique canine. Pour cela, je suis accompagnée des docteurs vétérinaires Marie-Christine Cadiergue, spécialiste en dermatologie et professeure de dermatologie à l'école vétérinaire de Toulouse, du docteur vétérinaire Amaury Briand, spécialiste en dermatologie exerçant au CHV Anicura Advesia dans le 78 et à la clinique vétérinaire des Acacias à Orléans, ainsi que du docteur vétérinaire Pauline Panzuti, également diplômée, également spécialiste en dermatologie, comme notre confrère Amaury Briand, exerçant au CHV Languedocia à Montpellier, que je remercie dès à présent pour leur très belle conférence. Alors, docteur Cadiergue, docteur Briand, donc la dermatite atopique canine, on le sait tous, est une entité clinique très fréquente. Est-ce que pour autant, un chien qui se gratte est atopique? Peut-on se faire piéger par le prurite? Merci Anne-Laure de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour parler d'un sujet qui nous concerne tous au quotidien, le prurite, les chiens qui ne guérissent jamais, qui continuent à se gratter, etc. etc. Nous ne voyons que ça à longueur de semaines et d'années. Effectivement, le prurite peut être un piège si on va trop vite. Alors il faut aller vite dans le diagnostic parce que plus on va directement au diagnostic, plus le propriétaire va être emmené dans cette démarche de prise en charge, mais il faut quand même bien faire attention à quelques points. Et pour illustrer cela, je vous apporte deux cas, deux labradors. Une qui a 2 ans et demi, qui, comme beaucoup de labradors, a commencé à développer des otites à l'âge de 6 mois, auxquelles se sont rajoutées des lésions de pododermatite, de chélite vers l'âge d'1 an, pour quelques mois plus tard se compléter par du prurite abdominal et du prurite des grands plis. Sa carte d'identité, elle est classique, c'est une chienne de ville qui va à la campagne le week-end, qui est bien nourrie, avec une nourriture de qualité à laquelle est rajoutée de l'huile de saumon pour apporter des acides gras essentiels. Elle est également bien traitée contre les parasites externes avec des traitements mensuels, perannuels, une vermifugation trimestrielle. Elle reçoit des soins cutanés réguliers pour apaiser sa peau avec des shampoings anti-allergiques ou apaisants, des nettoyages auriculaires réguliers également. Au cours de ce parcours qui est encore relativement court, elle a quelques années encore à vivre avec potentiellement du prurite, elle a reçu les antiprurigineux classiques, de la prédnisolone par voie orale, à laquelle elle a très bien répondu, mais comme chez beaucoup de labradors, ça l'a encouragée à manger davantage, à boire davantage, et ses effets indésirables ont été rapportés comme gênants. Elle a également reçu de l'oclacitinib, auquel elle a très bien répondu. Et dernièrement, il y a eu une tentative de maintenir le prurite sous contrôle avec des injections de l'okivedmab sans satisfaction particulière du propriétaire. Je vais vous montrer très rapidement les images. Quand on demande au propriétaire d'évaluer le prurite, il l'estime entre 7 et 8, c'est-à-dire un prurite relativement intense. Les lésions sont concentrées sur la face avec des lésions d'excoriation. C'est violemment gratté peu de temps avant de venir en consultation. Une blépharite avec une peau épaissie et alopécique. Une chélite, donc des lésions des babines avec également une peau alopécique et épaissie. L'intérieur des oreilles et le méa sont enflammés, non sténosés. Les espaces interdigitaux sont également enflammés, mais relativement peu remaniées, avec quand même des lésions assez récentes d'excoriation. On a la même chose sur le verso, entre guillemets, et également des lésions d'excoriation sur les aisselles.
Deuxième cas, toujours un labrador, mais beaucoup plus âgé, d'une dizaine d'années, avec le début assez semblable, des otites, une dermatite dès l'âge de 2 ans à peu près. Alors, quand on interroge des propriétaires qui ont un chien de 10 ans, il est toujours difficile pour eux de dater le début des soucis. Mais en tous les cas, ce qu'ils sont capables de dire, c'est que de manière très régulière, il y a eu des poussées suivies de périodes plus calmes associant otite et dermatite. Sauf que plus récemment, les choses se sont aggravées avec un prurite plus intense et également des lésions beaucoup plus marquées. La première consultation a permis de mettre en évidence une prolifération de levures qui a conduit à une première prise en charge. Elle a à peu près le même profil, elle est uniquement en ville et une petite balade autour de la ville régulièrement. Comme elle est allergique, elle reçoit un aliment hypoallergénique sur le long terme, elle reçoit un shampoing régulier et ainsi que des nettoyages auriculaires, donc peu ou prou la même chose que le cas précédent. C'est un chien qui a donc reçu récemment des prescriptions de shampoing associant miconazole et chlorhexidine pour essayer de contrôler cette dermatite à Malassezia. Il y a eu 10 jours de prednisolone et également, parce que ça ne s'est pas amélioré, de la cefalexine orale, de l'oclacitinib et un shampoing apaisant qui a été associé au shampoing miconazole chlorhexidine. Un prurite encore plus marqué, mais finalement il n'y a pas un grand écart entre les deux, entre 8 et 9. Et de la même manière, des lésions sur la face, blépharite. Alors vous voyez que la peau est moins peut-être remaniée, elle est plus épaissie, plus alopécique, elle est surtout plus érythémateuse. On retrouve des lésions sur le chanfrein, on retrouve des lésions sur les membres, et en particulier les postérieurs, mais aussi la queue. On devine les flancs ici. De même devant, sur les membres antérieurs, on voit bien qu'il y a ici des lésions sur le pli cubital et également sur les épaules. Et on retrouve des lésions en arrière de l'épaule, là, sur les aisselles, avec des cales d'appui que l'on peut trouver facilement sur des chiens de cet âge-là. Alors, est-ce que les deux sont atopiques ? Probablement. Probablement que les deux sont atopiques. En tous les cas, si on se base sur l'historique de la maladie et puis sur la distribution lésionnelle, pour le premier, ça ne fait aucun doute. Pour le second, probablement également, sauf que ce récent épisode, probablement, n'est pas lié à une dermatite atopique, mais qu'est-ce qu'il faut suspecter ? Une gale sarcoptique. Et ça, c'est le piège pour moi qui est important, parce que si l'on considère que le chien est régulièrement traité contre les parasites, qu'il vit quasiment en ville, ne vit pas à la campagne, n'est pas très exposé à des renards, c'est pas si difficile que ça de passer à côté. Alors, quand on regarde les distributions lésionnelles des deux maladies, il y a des choses qui se superposent, la teinte faciale, mais par contre, il y a des choses qui doivent attirer votre attention, et en particulier sur les membres. Chez un atopique, ce sont les espaces interdigitaux qui vont être atteints, ce sont les plis cubitaux qui vont être atteints. Chez un galeux, ce sont les pointes des jarrets, les pointes des coudes et surtout l'épaule. Point de vue abdominal, il va y avoir des lésions des deux côtés. Pour les oreilles, ça se passe dedans pour les atopiques, ça se passe dehors pour les galeux. Et notamment le bord libre de l'oreille. Donc voilà un piège dans lequel il ne faut pas tomber et ne pas partir du principe que parce qu'un animal est régulièrement traité contre les parasites, il ne peut pas être galeux. Alors on va se concentrer maintenant sur la dermatite atopique, parce que vous avez bien compris que c'était le sujet du jour. Et je vais vous redonner très brièvement, et vous l'avez à l'écran, la définition actualisée de cette maladie, qui est définie comme une maladie cutanée, inflammatoire, prurigineuse, à socle génétique, qui va être principalement médiée par le système immunitaire, notamment les lymphocytes T, on va en reparler plus longuement tout à l'heure. Et ce qui est important, ces éléments importants, c'est cette interaction entre une barrière cutanée qui va être défectueuse, une dysbiose microbienne qui va s'y développer,
et une sensibilisation à des allergènes qui vont potentiellement pouvoir rentrer à travers cette barrière. Mais avec le caractère inflammatoire qui va être très marqué, plus ou moins selon les individus bien sûr, dans cette maladie. Donc cette distribution lésionnelle fait que, en tant que clinicien, nous allons pouvoir diagnostiquer sans autre examen complémentaire, autre que vérifier qu'il n'y a pas de parasites et évaluer les surinfections, directement en regardant le chien, en écoutant le propriétaire, cette maladie. Et cette maladie, son histoire, elle est importante, parce qu'elle commence de manière silencieuse. Et c'est ce qui toujours interpelle un petit peu les propriétaires quand ils ont acquis ce labrador de 2 ans, là, tout allait bien. Il était beau, il ne se grattait pas, il faisait quelques bêtises, mais c'est tout. Et cette période silencieuse, elle peut durer jusqu'à 3 ans. On estime que les atopiques commencent à manifester des lésions et du prurite entre 6 mois et 3 ans d'âge. Avec les démangeaisons qui sont une constante, parfois au début sans lésion, c'est ce qu'on appelle le prurite alésionnel, parfois des troubles digestifs et souvent les otites en début d'évolution. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. C'est parti et ça ne s'arrêtera plus. Donc ce caractère incurable, lié notamment au socle génétique, il faut l'annoncer au propriétaire. Parce que ensuite, ça va évoluer par poussée. Plus ou moins importante, plus ou moins fréquente, plus ou moins entrecoupée de périodes de repos. Mais c'est une évolution par poussée. Qu'est-ce qui se passe chez les atopiques? Alors, on va rentrer dans le détail, mais de manière extrêmement simplifiée. Ce que vous pouvez indiquer au propriétaire, c'est que chez un individu sain, la peau, elle est à la fois calme et efficace. Calme, parce qu'il n'y a pas d'inflammation dans la peau. Efficace, parce qu'elle est étanche. Étanche au point de ne pas laisser partir trop d'eau, et étanche au point de ne pas laisser pénétrer d'agents extérieurs qui vont venir titiller potentiellement ce système immunitaire qui est en surveillance. Ça, c'est l'animal sain, l'individu sain. Chez un atopique, c'est l'inverse. Il y a déjà de l'inflammation dans la peau, c'est le feu quasiment en permanence, et puis la peau n'est plus aussi étanche, n'est plus aussi efficace. Des éléments extérieurs peuvent rentrer, des allergènes, des irritants, etc. Amaury va vous en reparler. Et toutes les bactéries et les levures qui vivent normalement en harmonie à la surface de la peau, elles ont tendance à venir proliférer, c'est ce qu'on appelle la dysbiose microbienne. Et les conséquences, c'est quoi? C'est une peau sèche, alors qu'on peut voir parfois comme ici, ou pas, mais on sait qu'elle est plus sèche. Une peau dont on peut voir des séquelles éventuellement d'infection, et une peau enflammée, que ce soit sur la peau en tant que telle ou dans les oreilles. Et ma question, et je la pose à Amaury, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Eh bien, exactement la même chose. Chez l'homme, en fait, on sait que le diagnostic, il est avant tout clinique. Pourquoi? Parce qu'on est capable de repérer des lésions caractéristiques, de l'érythème, des plaques d'eczéma. C'est un terme qu'on doit employer parce que ça parle très bien aux gens. Et ces lésions, elles ont une répartition vraiment caractéristique. On a une topographie lésionnelle qui va toucher plutôt les plis. Ces lésions, elles vont se répartir différemment en fonction du temps, en fonction de l'âge des individus. Donc parfois, on observe des formes assez impressionnantes chez les jeunes individus, notamment au niveau de la face. Et puis, au cours du temps, les lésions vont vraiment se cibler au niveau des plis. L'aspect des lésions va aussi évoluer avec parfois des formes graves et un épaississement cutané qui va être de plus en plus marqué. Cette photo, elle est assez impressionnante parce qu'elle met en valeur le fait qu'on a vraiment une comparaison possible entre les hommes atopiques et les chiens atopiques, avec des lésions qui ont des répartitions similaires, parfois un aspect également similaire, et on a tendance parfois à s'y perdre. On ne sait pas qui est qui sur certaines photos. La différence majeure, c'est qu'on a des poils chez nos chiens. Et ça, c'est important. Alors, si on regarde des photos un peu moins impressionnantes, vous avez ici un chien qui présente des otites externes à répétition. Si on regarde ce chien de loin, il n'a pas de lésion. On a l'impression que tout va bien et que le seul problème est lié aux otites. Mais si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on observe? On observe une chélite, une blépharite, un érythème du pli sous-caudal, une anite. Donc ce chien présentait d'ailleurs un signe du traîneau,
ce n'était pas lié à du parasitisme ni à un engorgement des glandes anales, c'était lié à de l'eczéma au niveau de l'anus. Il présentait également une pododermatite et son otite. Donc ce chien, il a une dermatite atopique. Le diagnostic, il est assez évident. Une autre notion qui est assez intéressante et qui est développée en médecine humaine et qu'on peut développer également en médecine vétérinaire, c'est la notion d'exposome. Donc vous venez de le voir, la dermatite atopique, elle est multifactorielle, elle fait intervenir des troubles de la barrière cutanée, des phénomènes de dysbiose, d'inflammation cutanée, de sensibilisation et d'agression. Si on regarde ce qui se passe autour de la peau et ce qui va agir sur la peau, on peut récolter les informations suivantes. On va avoir des agressions de polluants, d'agents d'entretien par exemple, de facteurs environnementaux, de dysbiose, de microbes. Et donc, tous ces phénomènes-là vont représenter l'exposome. C'est l'ensemble des expositions environnementales que le chien va subir tout au long de sa vie et qui va avoir un impact délétère et un impact important dans la dermatite atopique. Une autre façon de présenter les choses, c'est de montrer qu'il y a différents niveaux d'exposome, différents niveaux d'exposition environnementale. Donc vous retrouvez ici une peau atopique. Le premier niveau, c'est ce qui va directement avoir une action sur la peau, par exemple des polluants comme des microplastiques, des produits chimiques, la dysbiose, des produits qu'on va utiliser pour la routine personnelle ou pour l'entretien de la peau, et puis l'alimentation. Le niveau supérieur, c'est par exemple ce qu'on va observer au niveau du climat, l'hygrométrie, les changements de météo, le fait de vivre dans une région rurale ou plutôt urbaine. Et puis enfin, le niveau supérieur, c'est l'accès aux soins qui va toucher aussi bien les gens qui souffrent de dermatite atopique que nos animaux de compagnie. Une notion ensuite qui est assez intéressante, c'est la notion de seuil de développement de la maladie. Vous avez ces deux individus qui sont tous les deux atopiques avec des facteurs génétiques prédisposants. Pourtant, l'un des deux a exprimé sa maladie et l'autre est en état plutôt subclinique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont tout simplement pas le même environnement et donc l'un des deux a dépassé le seuil d'expression clinique de dermatite atopique. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à des facteurs environnementaux différents. Peut-être une vie urbaine versus vie rurale, peut-être qu'il est plus exposé à des polluants, à une alimentation différente ou à une flore bénéfique qui va être réduite chez cet individu atopique. Enfin, on peut s'intéresser à l'impact de l'environnement sur nos animaux atopiques parce qu'on observe souvent des poussées au cours de l'année. Et ces poussées saisonnières ce prurite saisonnier par exemple, peuvent nous faire penser à des phénomènes de sensibilisation au pollen, et ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il s'agit d'une influence de l'environnement. Alors, une étude s'est intéressée à ce sujet chez des chiens souffrant de dermatite atopique et sensibilisés à des pollens. Et ils ont mesuré la corrélation entre les poussées inflammatoires observées chez ces animaux et les pics polliniques au cours de l'année. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de corrélation et que les seules corrélations étaient établies avec les changements d'hygrométrie. Donc ça peut remettre en cause ce que l'on peut penser sur certains individus allergiques et ça peut remettre le focus sur l'importance de l'environnement dans la dermatite atopique. Très bien, merci à tous les deux pour ces rappels sur la clinique et le diagnostic de la dermatite atopique canine. On va aller un petit peu plus loin, tous ensemble. Alors, docteur Panzuti, docteur Briand, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la physiopathogénèse de cette dermatite atopique canine ainsi que la naissance du prurite chez ces chiens allergiques ou atopiques et pourquoi c'est important de connaître ces deux notions, s'il vous plaît? Merci Anne-Laure. Donc on va essayer pour poser les bases de la physiopathogénèse de la dermatite atopique. On va repartir de la clinique avec 4 cas cliniques. Donc le premier cas clinique, c'est Rio, un petit bulldog français de 10 mois qui a un prurite extrême, qui est noté à 9 sur 10 par les propriétaires. Par contre, vous voyez que cliniquement, les lésions sont très peu marquées. Il y a une légère chélite, un léger érythème dans les plis axillaires, mais au niveau lésionnel, il a très peu de lésions.
Le deuxième cas est Loco, un Jack Russell terrier de 5 ans. Le prurite est légèrement moins intense, avec un prurite noté à 7 sur 10. En revanche, on voit que les lésions sont plus marquées, l'inflammation cutanée est plus marquée, avec un érythème qui est beaucoup plus marqué dans l'ensemble des grands plis, qu'on va retrouver ici, dans les plis du coude, et sur la face ventrale de la queue. Bali, c'est une chienne croisée de 6 ans qui a un prurite elle aussi noté à 7 sur 10 par ses propriétaires. Par contre, on remarque là que les lésions cliniques, l'inflammation est beaucoup plus marquée avec un érythème beaucoup plus franc, des dépilations importantes et on commence à voir des remaniements de la peau avec un épaississement cutané. Et notre dernier cas, c'est Taz, un petit staffy de 8 mois qui présente un prurite démentiel noté à 10 sur 10 par les propriétaires. Il se gratte jour et nuit, plus personne ne dort à la maison et qui présente lui des lésions vraiment très sévères de la face et de l'ensemble des plis avec un remaniement là très important de la peau. La peau est extrêmement lichenifiée. Donc on voit qu'on va rencontrer en clinique une diversité de cas, avec des cas qui vont avoir un prurite important mais très très peu de lésions et qui vont rester comme ça au cours du temps. Et à l'autre bout du spectre, on va avoir des cas avec des lésions qui vont être sévères, avec des remaniements importants de la peau, une lichenification importante de la peau. Et donc ce qui se passe, ce qu'on va observer cliniquement, c'est le reflet de ce qui se passe en profondeur dans la peau qu'on va essayer de détailler aujourd'hui. Donc le but, c'est pas de se souvenir de ce schéma et de l'apprendre par cœur, on va essayer de vous le rendre un petit peu digeste pour essayer de comprendre les mécanismes qui se mettent en place dans la dermatite atopique en phase aiguë, en phase chronique. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment vont agir ensuite nos traitements antiprurigineux et immunomodulateurs qu'on va utiliser. Donc la première étape, Marie-Christine et Amaury l'ont déjà abordé, dans la dermatite atopique, on a une altération de la barrière cutanée. Donc la barrière cutanée, elle se situe au niveau de la dernière couche de l'épiderme, notre couche cornée. Cette couche cornée, elle est composée de cornéocytes, qui sont des cellules qui se sont rigidifiées, qu'on va comparer à des briques, et ces cellules vont baigner dans des lipides intercornéocytaires qui vont former le ciment. Donc il faut vraiment imaginer cette barrière cutanée comme un mur de briques. La peau est normalement complètement imperméable. Donc chez un chien sain, Marie-Christine a déjà commencé à l'évoquer, cette peau est imperméable, donc l'eau s'évapore peu et tout ce qui nous entoure ne va pas pouvoir pénétrer la peau. Par contre, chez un chien atteint de dermatite atopique, ils ont des anomalies un petit peu de leurs briques qui sont de mauvaise qualité. Pareil, le ciment est de mauvaise qualité, donc on va avoir des infiltrations. L'eau va s'évaporer, on va avoir une peau sèche et tout ce qui les entoure, les irritants, les polluants et les allergènes vont pouvoir pénétrer la peau. Les irritants et les polluants qui vont pénétrer la peau vont venir un petit peu irriter les kératinocytes de l'épiderme qui vont se mettre à sécréter des cytokines, des molécules inflammatoires particulières qu'on appelle les alermines, dont le TSLP, l'IL-25 par exemple, qui vont donner l'alerte et entraîner le recrutement de premières cellules du système immunitaire inné qui va commencer à lancer l'inflammation un petit peu en mode lance-flamme. Et puis on a aussi des allergènes qui vont passer la peau, qui eux vont être captés par des petites cellules dans l'épiderme, qui vont venir là activer des lymphocytes T auxiliaires de type TH2 en phase aiguë, et donc qui vont activer le système immunitaire adaptatif de manière spécifique, un petit peu en mode sniper. Et donc cette activation du système immunitaire inné et adaptatif va entraîner la production de cytokines pro-inflammatoires, l'IL-5, l'IL-4, l'IL-13, de cytokines pruritogènes, l'IL-31, qui vont lancer l'inflammation dans la peau, lancer les démangeaisons, et cette inflammation, ces démangeaisons vont encore plus altérer notre barrière cutanée et donc perpétuer ce cercle vicieux. Et c'est ce qu'on va retrouver cliniquement. Si on reprend nos cas cliniques, en phase aiguë, on va avoir du prurite, de l'inflammation qui va se traduire par de l'érythème et assez peu de remaniement de la peau. En plus, on en a déjà parlé, la dysbiose, c'est très à la mode en ce moment. Donc sur une peau de chien sain, notre microbiote est à l'équilibre et l'épiderme et ce microbiote va produire des petites substances qui permettent de tenir calme les staphylocoques dorés chez l'homme et pseudo-intermédus chez le chien.
Chez un chien atteint de dermatite atopique, on va avoir des modifications, une modification du pH, des modifications dans les productions de peptides antimicrobiens, et ces staphylocoques qui vont prendre le dessus sur toutes les autres bactéries. Et ils vont produire tout un tas de substances qui vont, elles aussi, activer le système immunitaire inadaptatif et qui va aussi aggraver cette inflammation qui a commencé à s'installer. Et dernièrement, en phase chronique, on a de nouveaux médiateurs qui vont faire leur apparition, de nouveaux lymphocytes auxiliaires qui là vont être un petit peu différents des TH1, des TH22, TH17, qui vont produire d'autres types de cytokines pro-inflammatoires, l'IL-12, l'IL-23, l'IL-22 qui va avoir un rôle important dans l'hyperplasie épidermique, et donc notre peau va commencer à s'épaissir, et c'est là qu'on va observer cliniquement sur ces formes avec des lésions plus graves et plus chroniques, un remaniement cutané et une lichenification. On passe maintenant au prurite, parce que là on vient de voir ce qui se passait dans la peau pour obtenir des lésions, mais finalement ces animaux se grattent. Et pourquoi ? Parce que dans la peau, on retrouve des fibres nerveuses et qui vont jusqu'au niveau de l'épiderme, et les terminaisons nerveuses sont capables de capter à leur surface les molécules pro-inflammatoires. Donc vous vous souvenez, on a parlé du fait que les kératinocytes étaient capables de sécréter des alarmines, dont les TSLP, et qu'est-ce qu'on retrouve à la surface de ces fibres nerveuses ? Les récepteurs aux TSLP. On a aussi évoqué les cytokines pro-inflammatoires et prurigineuses qui ont également leurs récepteurs. Un peu plus en détail, mais je vous rassure, je ne vais pas vous apprendre ça par cœur, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on a plusieurs voies de prurite, et notamment chez le chien, une voie importante, c'est la voie non histaminergique, qui va, à partir des terminaisons nerveuses qui sont présentes dans l'épiderme, qui sont capables de capter ces fameuses molécules, ça entraîne un message pruritogène qui va être conduit le long des neurones, à travers des relais synaptiques jusqu'au cerveau pour obtenir un message de prurite. Bien entendu, on a des voies descendantes inhibitrices pour contrôler le prurite, mais ces voies-là vont être perturbées en cas de dermatite atopique. Je ne vous ai pas trop perdu, tout va bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de visualiser ces fibres nerveuses au sein de l'épiderme chez nos chiens atopiques. Donc vous voyez le schéma ici qui décrit au sein de l'épiderme les terminaisons nerveuses qui passent entre les kératinocytes. Eh bien, c'est exactement ce que vous voyez ici. Par immunofluorescence, on est capable de mettre en évidence les fibres nerveuses qui sont figurées ici. On voit les petites terminaisons nerveuses rouges au niveau des flèches blanches. Et qu'est-ce qu'on observe ? C'est que chez les chiens atopiques, on a plus de terminaisons nerveuses dans la peau. Et chez les chiens atopiques qui sont en peau lésionnelle, on a d'autant plus de fibres nerveuses. Et ça, c'est lié au fait que les kératinocytes sont capables de produire des facteurs de croissance et d'élongation des fibres nerveuses, et qu'on a aussi une transmission du signal qui peut être modifiée, notamment en cas de prurite chronique et de sensibilisation. On va retrouver notamment de l'allocnésis, c'est-à-dire qu'un stimulus non prurigineux va provoquer du prurite, et parfois de l'hyperknésie, avec des seuils de prurite diminués et une hyper-réponse au prurite. Donc si vous êtes face à un animal qui a une peau lichénifiée, qui a des lésions chroniques, il a peut-être également un problème de répartition de ces fibres nerveuses au sein de la peau. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir simplifié ces notions plutôt complexes en quelques minutes. On va aller encore un tout petit peu plus loin. On a étudié donc maintenant les mécanismes qui sont responsables du prurite et de l'inflammation cutanée chez le chien. Alors maintenant, docteur Kadierk, docteur Panzuti, quelles sont les options thérapeutiques pour maîtriser ce prurite et cette inflammation cutanée chez le chien atopique, s'il vous plaît? Merci de la question. En fait, j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, puisque l'actualité tourne en ce moment autour des Janus kinases inhibiteurs. On va commencer par cette famille. Et je vais vous faire plonger non plus dans le tissu, mais carrément dans une cellule. Rassurez-vous, de manière simplifiée, pour vous expliquer pourquoi dans cette maladie inflammatoire chronique, on s'intéresse tant à cette classe de molécules que sont les inhibiteurs de Janus kinase. Alors là, il faut faire souvenir des cours de biologie au sens large.
nous sommes dans une cellule. Le haut, ce sont les espaces extracellulaires. Ça, c'est la membrane cytoplasmique. Et ici, donc en bas, l'intérieur de la cellule. Pauline vous a décrit ce mécanisme, ou ces mécanismes, alors en les simplifiant, et a évoqué 2 mots-clés, les cellules inflammatoires et les cytokines. Et pourquoi s'intéresser à ces inhibiteurs de Janus kinase? Parce que la plupart des cytokines qui interviennent dans ce mécanisme, dans ces mécanismes de la dermatite atopique, utilisent une voie de signalisation particulière qui est appelée la voie JAK-STAT, alors JAK pour Janus kinase, parce que en fait, ces petites molécules JAK vont être mobilisées, vont intervenir, vont faire partie des récepteurs qu'utilisent les cytokines pour venir stimuler, pour venir faire travailler ces cellules-là. Donc vous avez ici une cytokine, quelle qu'elle soit, qui va venir se fixer sur son récepteur, et son récepteur, en quelque sorte, traverse la membrane cytoplasmique. Il est fiché dans la membrane cytoplasmique. Donc la cytokine est en position extracellulaire, et à l'autre bout du récepteur vont se trouver des enzymes, et notamment la Janus kinase, ou une de ces isoformes. Donc c'est ce qui est représenté ici en jaune, avec 4 isoformes possibles, JAK1, 2, 3 et TYK2, vous commencez à les avoir entendus, c'est cette énumération, qui vont subir certaines modifications. Alors, ce sont des protéines, et comme toute protéine, quand il y a une réaction, la conformation va changer. Je vais venir dans les détails dans un instant, mais le fait que la cytokine se fixe au récepteur, ça va entraîner la production par la cellule, je vous ai dit qu'on était dans la cellule, des cytokines qui sont en quelque sorte programmées par la cytokine d'origine. Alors plus concrètement, en fait, là on est rentré carrément dans la cellule, cette Janus kinase va subir différentes réactions chimiques, et notamment une phosphorylation, plusieurs phosphorylations, ce qui va l'amener à appeler à l'aide STAT. Et STAT va être recruté. Donc, vous voyez qu'il y a 2 molécules qui vont être recrutées, qui vont venir s'assembler pour ensuite pénétrer dans le noyau. Donc là, on est bien dans le noyau de la cellule, venir se fixer sur la séquence d'ADN qui va bien, qui correspond, pour aboutir à la transcription génique et donc à l'expression protéique correspondante. Donc on comprend bien que si on vient bloquer ici cette protéine JAK, ou en tous les cas la perturber, bien le reste de la séquence ne va pas pouvoir avoir lieu. Et pour la perturber, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre dans la cellule. C'est pour ça que ces inhibiteurs de Janus kinase sont des petites molécules qui vont pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc c'est un mécanisme d'action intracellulaire. En venant bloquer cette action-là, la suite de la cascade ne se produit pas, et il n'y a pas donc la production, l'expression de la cytokine ou des cytokines particulières. Donc ça, c'est le mode d'action générique ultra simplifié. Nous sommes en période postprandiale, je pense que ça doit suffire. Alors ça, c'était très simplifié. Il y a beaucoup de cytokines. On peut les subdiviser en au moins 2 types. Et vous avez une représentation très schématique des récepteurs à ces cytokines. Qu'est-ce que l'on peut retirer de ça? Bon, déjà que c'est très coloré, c'est sympa, mais que vous avez finalement, pratiquement pour tous les récepteurs, 2 couleurs différentes. Donc ça veut dire que ce sont des hétérodimères. Vous avez également des couleurs encore plus différentes qui représentent les différents isotypes ou isoformes de JAK, ce qui fait qu'en fait, selon les cytokines qui vont venir se fixer, cela ne mobilisera pas les mêmes récepteurs d'une part, mais ça ne mobilisera pas non plus les mêmes Janus kinases. Et très grossièrement, on peut répartir ces récepteurs JAK en 4 grandes catégories. Ceux qui interviennent dans les défenses antivirales et antitumorales, vous les avez ici. Ceux qui interviennent dans l'hématopoïèse.
et ce qui concerne plus particulièrement les lymphocytes, et notamment la différenciation des lymphocytes T. Pauline vous l'a bien dit, hein, ce sont différentes voies lymphocytaires, TH2, TH1, TH17, qui sont concernées, et donc l'inflammation également. Si je résume, si je fais une carte d'identité de ces inhibiteurs de Janus kinase, je vous ai dit, il faut que la molécule puisse rentrer dans la cellule, elle est donc de petit poids moléculaire, elle va s'administrer notamment chez le chien, mais aussi chez l'homme, par voie orale. Alors il y a quelques molécules chez l'homme qui peuvent être appliquées par voie topique, ça n'existe pas en tous les cas à ce jour en médecine vétérinaire. Ce sont donc bien des voies intracellulaires du signal qui sont visées. L'effet, il est assez comparable entre les molécules destinées à l'homme et les molécules destinées à l'animal, à savoir, il est rapide et il est bref. Ces molécules ne nécessitent pas de sevrage à l'arrêt, pas comme les glucocorticoïdes que l'on essaye de diminuer pas à pas. Et globalement, ils sont caractérisés par une très bonne tolérance, et chez l'homme comme chez l'animal, on observe des rares troubles digestifs accompagnant l'administration. Inhérente à cette action sur les isoformes de Janus kinase vient l'idée de sélectivité. Alors, moi je préfère le terme d'affinité, mais peu importe. Il faut savoir qu'un inhibiteur de Janus kinase, il va de toute façon être copain, entre guillemets, avec tout le monde. Mais il a des préférences. Donc c'est ça la sélectivité. C'est qu'un inhibiteur de JAK, il va cibler les 4 JAK, mais avec une affinité différente. Cette affinité, cette sélectivité, elle est déterminée in vitro. Et comme beaucoup d'éléments en biologie, la transposition in vitro vers l'in vivo, elle ne se fait pas à 100%. C'est-à-dire qu'il va y avoir des facteurs qui vont faire varier ce que l'on est en droit d'attendre basé sur l'in vitro lorsque l'on se projette en clinique in vivo. Et parmi ces facteurs, il y a notamment la dose qui est utilisée, le métabolisme aussi du médicament et évidemment les cibles, le spectre des cibles. Donc, je vais juste vous donner un exemple très schématique. Donc, comme tous les schémas, il y a des inexactitudes bien sûr, mais j'ai essayé de représenter sous forme de camembert une molécule qui serait en moyenne 2 fois plus sélective pour JAK1 que pour JAK2. Donc ça donne ça sous forme de camembert, 2 tiers, 1 tiers. Et le diamètre du camembert, en fait, représente la dose usuelle utilisée. Quand on double la dose, donc je vais doubler le diamètre du camembert, mais on va doubler ce diamètre, mais de facto, on va augmenter l'action, en quelque sorte, hein, si c'est représenté par la surface, des 2 cibles. Ce qui veut dire qu'en augmentant la dose, même si au départ, l'action, l'affinité, la sélectivité pour JAK2 n'était pas si importante que ça, elle le devient nettement en augmentant la dose. Mais on a aussi augmenté la dose, ou l'effet pour JAK1, qui peut se retrouver finalement avec une action supérieure à ce que l'on attendait. Autrement dit, il faut garder en tête qu'il y a cette sélectivité, mais il y a aussi la dose qui peut intervenir au même titre que le métabolisme. Pauline vous a énuméré un certain nombre de cytokines en distinguant la phase aiguë et la phase chronique. Donc elle vous a montré la phase aiguë et la phase chronique cliniquement, mais elle vous l'a montré aussi dans le schéma. Moi j'ai repris là les différentes cytokines qui sont impliquées. Je vous passe sur leur mode d'action et je voudrais simplement que vous regardiez les 4 colonnes de droite. Alors c'est pas un jeu de bataille navale, hein, mais simplement il faut bien comprendre, bien voir que dès la phase aiguë, tous les mécanismes qui sont présents dans cette dermatite atopique font intervenir plusieurs isotypes, plusieurs isoformes de Janus kinase, et notamment JAK1 et JAK2. Dans la forme chronique, c'est encore plus, puisque vous avez toujours JAK1 et JAK2, mais aussi TYK2. Donc, cette maladie, pour ce que l'on en connaît, et on connaît quand même quelques éléments désormais, probablement pas tout, on voit qu'il y a une mobilisation de l'ensemble des isotypes,
y compris dans la phase aiguë. Alors, ça c'est pour les Janus kinases inhibiteurs. Évidemment, ce ne sont pas les seules molécules antiprurigineuses et anti-inflammatoires dont nous disposons, et il y en a d'autres. Mais je voudrais, avant de passer la parole à Pauline, vous rappeler que ce sont des molécules qui existent et qui sont utilisées chez l'homme, et notamment pour des maladies inflammatoires chroniques de la peau, donc la dermatite atopique, mais aussi d'autres organes, et que le panel de molécules qui sont disponibles chez l'homme ont des sélectivités qui varient. Vous avez les cibles sur la première colonne. Chez le chien, à l'heure actuelle, il y a 3 molécules, je vous les ai reprises ici, avec des spectres également qui varient selon les molécules, mais qui ont pour l'instant uniquement la cible cutanée, avec pour les 3 molécules les mêmes indications. Et maintenant, Pauline va nous parler des autres. Donc on va effectivement brièvement aborder les autres molécules qu'on connaît depuis un petit peu plus longtemps. Donc on va partir sur un spectre là pour le coup plus étroit avec le lokivetmab qui est ce qu'on appelle un anticorps monoclonal caninisé dirigé contre l'interleukine 31. Donc l'interleukine 31, on en a parlé, c'est l'interleukine qui médie essentiellement le prurite en phase aiguë et donc ce lokivetmab va venir neutraliser l'interleukine 31. Et donc, en neutralisant l'interleukine 31, elle ne va plus pouvoir transmettre son message au cerveau pour dire « il faut se gratter ». Et donc, on va couper le cercle vicieux des démangeaisons et du grattage. On passe de l'autre côté du spectre maintenant avec la cyclosporine. Et donc la cyclosporine, on a parlé tout à l'heure qu'on avait ces lymphocytes T auxiliaires qui vont infiltrer la peau, différentes populations, et qui vont proliférer. Pour proliférer, les lymphocytes T, ils ont besoin d'une cytokine particulière qu'on appelle l'interleukine 2. La cyclosporine va venir bloquer une protéine qui va venir bloquer toute la cascade qui permet de produire cette interleukine 2. Et donc, en reprenant toujours notre petit schéma, on va bloquer la prolifération des lymphocytes T et par effet boule de neige, la production va inhiber la production de toutes les cytokines que ces lymphocytes T allaient produire. On arrive aux corticoïdes systémiques et aux dermocorticoïdes. Donc là, c'est vraiment les pompiers de l'inflammation. C'est un spectre très très large qui vont marcher rapidement avec des effets sur la production des cytokines. On va toucher une autre voie de transduction et on va couper beaucoup plus de cytokines. On va inhiber le recrutement des cellules inflammatoires qui vont infiltrer la peau et ça a aussi un effet antiprolifératif, donc qui va être intéressant quand on a cette hyperplasie de l'épiderme en phase chronique. Alors on ne va pas reprendre les effets systémiques des corticoïdes, tout le monde le sait, à long terme on a malheureusement beaucoup d'effets secondaires. Les dermocorticoïdes ont moins d'effets secondaires s'ils sont bien utilisés, mais peuvent être un petit peu plus contraignants pour les propriétaires à appliquer. Merci mesdames, merci beaucoup à toutes les deux pour ces éclaircissements sur les modes d'action donc des antiprurigineux chez le chien. Alors donc maintenant, nous connaissons donc le mécanisme d'action du prurite. Nous connaissons les mécanismes d'action responsables de cette tempête cytokinique dans la peau du chien atopique. On vient de voir aussi tous ensemble cette notion d'action ciblée, semi-ciblée ou large des antiprurigineux chez le chien atopique. Donc maintenant la question est, docteur Briand, docteur Panzuti, comment choisir le traitement chez ces chiens atopiques, s'il vous plaît? Eh bien, c'est très simple. Bon, alors on va essayer de synthétiser tout ça et de se dire que, bien entendu, on vient de comprendre que dans la peau d'un chien atopique, la situation, elle peut évoluer en fonction de la situation et notamment en fonction de la chronicité des lésions. On l'a présenté, quand on est en phase aiguë, on va avoir par exemple les voies Th2 qui sont activées, avec notamment la cytokine IL-31 qui est sécrétée parmi tant d'autres. Et cette situation, elle va évoluer au cours du temps avec la chronicité. Que se passe-t-il avec la chronicité? On va avoir des nouveaux effecteurs de l'immunité qui arrivent et qui vont sécréter, en plus du reste, des nouvelles molécules. Donc vous comprenez bien que si vous êtes sur cette situation de phase active, vous allez devoir gérer beaucoup plus de cytokines et beaucoup plus d'effecteurs de l'immunité que si vous êtes en phase
aiguë. Et si on rapporte ça à la situation clinique, là on fait un dézoom, on sort de l'intérieur de la peau, on va regarder nos animaux concrètement en clinique. Là, si on est sur un médicament avec un spectre d'action plus étroit, plus ciblé, on a de bonnes chances de gérer efficacement des lésions débutantes, un état plutôt aigu parce qu'on a moins d'effecteurs différents à gérer. En revanche, on aura plus de risques d'échec thérapeutique sur les autres cas. A contrario, si on utilise un médicament avec une couverture anti-inflammatoire plus large, on aura plus de chances de succès sur des formes plus avancées, et qui peut le plus, peut le moins. Donc on aura sans doute également une très bonne efficacité sur des lésions plus modérées. Le but du jeu, dans tous les cas, quelle que soit la situation de départ, c'est d'aller progressivement vers un état de rémission clinique. Donc là, vous allez me dire, bon ben, ok, très bien pour le principe, mais qu'est-ce qu'on va choisir concrètement selon les situations? Je vais laisser la main à Pauline. Donc on va repartir du raisonnement d'Amaury et on va distinguer deux étapes. La première étape, c'est le traitement de la poussée inflammatoire, c'est le traitement d'urgence. Il faut imaginer, il y a le feu à la maison, le chien se gratte jour et nuit, il ne dort plus, la peau est toute rouge. Donc le but, c'est d'éteindre rapidement le feu de la maison qui brûle. Pour éteindre rapidement le feu, on va d'une part regarder l'inflammation cutanée au moment de la poussée, parce qu'on a des cas qui vont avoir une poussée inflammatoire peu sévère avec peu de lésions, et puis d'autres cas d'emblée en poussée qui vont avoir des lésions avec une peau extrêmement remaniée. Et donc on va replacer nos molécules et utiliser des molécules qui agissent rapidement. Donc les glucocorticoïdes systémiques vont être réservés pour des cas quand même particuliers, parce qu'on va quand même essayer de limiter leur utilisation. Pour des cas où la peau est très très liquénifiée, on va les utiliser en particulier sur certaines pododermatites ou sur certaines otites où on a une sténose du conduit très très importante. Et puis ensuite, on a vu, on a des spectres, un spectre là qui va se restreindre, avec quand même un spectre d'action large, comme l'a présenté Marie-Christine, sur de nombreuses cytokines. On va avoir les inhibiteurs de la voie JAK-STAT. On va restreindre encore le spectre avec le lokivetmab, où on l'a expliqué, le lokivetmab va être plutôt antiprurigéneux avec peu d'effets anti-inflammatoires, même s'il en a quand même un petit peu. Et tout en bas, on va quand même placer les dermocorticoïdes qui sont des fois délaissés pour des raisons de praticité, parce que les propriétaires ne veulent pas s'astreindre à les appliquer, mais qui peuvent être très intéressants sur des formes mineures de la maladie lors de leur poussée inflammatoire. Et ensuite, le deuxième but, on sait que c'est une maladie inflammatoire chronique, donc qui ne se guérit pas, qui va évoluer par phase de poussée inflammatoire et d'accalmie. Et donc le but, c'est de mettre un traitement de fond pour repousser les poussées et faire qu'elles soient de moins en moins fréquentes et de moins en moins sévères. Donc cette maladie inflammatoire chronique, c'est un petit peu les braises qui sont toujours là, prêtes à faire repartir le feu de la maison. Et donc on va mettre en place un traitement pour arroser régulièrement et éviter la reprise du feu. Et donc, on va reprendre notre frise. On va évidemment exclure les glucocorticoïdes systémiques sur le long terme, sauf quand on n'a pas le choix, pour certaines raisons. Des fois, on va laisser en traitement au long cours des glucocorticoïdes systémiques, mais on va devoir bien surveiller les effets secondaires. Et sur notre petite frise, là, on va ajouter la cyclosporine, qui va être très intéressante. On l'a vu, on coupe la prolifération des lymphocytes T, la prolifération de très très nombreuses cytokines, mais qu'on ne peut pas utiliser en phase de poussée parce que malheureusement c'est une molécule qui a un temps de latence vraiment long, qui peut mettre plusieurs semaines à faire effet. Merci beaucoup, une fois de plus, à tous les deux. Alors, maintenant qu'on connaît parfaitement les critères de choix pour traiter ce prurite et cette inflammation cutanée chez ces animaux atopiques, que ces critères sont parfaitement clairs, malgré tout, parfois, nous pouvons faire face à des échecs thérapeutiques. Docteur Kedierg, Docteur Penzuti, Docteur Briand, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, s'il vous plaît, ces échecs ? Oui, alors les échecs, en tous les cas, c'est comme cela que le propriétaire va le percevoir. Dès lors que le produit qui jusque-là fonctionnait, donnait des résultats satisfaisants, ne donne plus ces résultats, c'est perçu comme un échec. Je préfère souvent parler d'échappement, parce que ce ne sont pas toujours réellement des échecs.
Et on va voir ce premier cas. Alors, j'ai basculé des labradors au golden. Ça reste à peu près les mêmes profils. Celui-ci, il est atopique. Il a été diagnostiqué comme tel. Il a 4 ans. Et il fait l'objet, comme il se doit, d'une prise en charge multimodale. C'est-à-dire que de manière systématique, ces animaux, il faut qu'ils soient bien contrôlés d'un point de vue antiparasitaire. Il faut qu'ils aient des mesures diététiques appropriées. Et il faut également, si possible, chaque fois que l'on peut identifier des facteurs de poussée lors de l'enquête allergologique, leur proposer la désensibilisation. Et dès les formes mineures, il s'agit de mettre en place des soins topiques, notamment des apaisants et des émollients. Bon, ça, c'est quelque chose qui est fait, qui est bien fait chez cet animal. Et en traitement de fond, il reçoit, depuis plusieurs mois maintenant, des injections de l'Okivetmab qui donnent satisfaction et qui sont renouvelées à peu près toutes les 6 semaines, ce qui est très bien. Par contre, la dernière n'a pas eu le même effet que les précédentes et le propriétaire revient en disant ça ne marche plus, il se gratte de nouveau alors qu'il n'y a que 2 semaines que l'injection a été faite. Et bien là, il faut non plus aller voir dans les cellules, mais il faut aller voir sur la peau. Et la chance que l'on a avec la dermatologie, c'est qu'on peut voir les lésions. Alors on vous en a montré plein là, mais systématiquement, il faut non pas tenir compte uniquement du prurite, mais bien aller voir ce qui se passe. Et vous avez une vue assez aérienne là, du cas. On remarque, sur un abdomen qui est naturellement pigmenté chez le golden, on voit qu'il y a des endroits qui méritent qu'on s'y penche un petit peu. On voit aussi que la couleur n'est pas que noire. On voit qu'entre, c'est assez érythémateux. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des lésions qui évoquent des colorettes épidermiques. Et on voit aussi qu'il y a des foyers très inflammatoires, avec probablement des lésions qui sont évolutives. Et donc là, le réflexe, ce n'est pas de dire on va trouver un autre produit, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Il y en a même des nouveaux qui sont sortis. Ça peut être intéressant de les essayer. Non, le réflexe, c'est de regarder la peau et aussi de sortir le rouleau de scotch et les lames. Et d'aller voir en cytologie si cet échec, cet échappement, il n'est pas tout simplement lié à une prolifération microbienne qui ne serait plus sous contrôle. Bingo, ça c'est l'image du scotch avec des bactéries cocoïdes qui évoquent par leur agencement des staphylocoques. Et sur les lésions plus inflammatoires, on va même voir des neutrophiles qui sont en train de phagocyter les mêmes staphylocoques. Au passage, d'ailleurs, on voit des éosinophiles. Donc, l'examen cytologique, il fait partie de la consultation initiale et de suivi lorsqu'il y a des échecs ou en tous les cas des échappements. Mais ce ne sont pas les seules causes de perception d'échec. Alors, on va continuer avec notre deuxième cas, Up. Up, c'est une petite staphie de 2 ans et là, on va suivre ses consultations en dermatologie pendant 1 an pour voir un petit peu cette maladie, effectivement, on peut avoir des poussées inflammatoires. Donc Up, la première fois que je l'ai reçue, elle avait déjà reçu du Lokivetmab. Le diagnostic avait été fait de dermatite atopique par son vétérinaire traitant. Initialement, le prurite était noté à 8 sur 10 par les propriétaires et elle a reçu 2 injections de Lokivetmab avant que je la reçoive. Quand je l'ai reçu, les démangeaisons s'étaient améliorées, mais on avait quand même un prurite encore à 5 sur 10. Les lésions, comme on le voit, il y avait un érythème quand même important, des dépilations, mais peu de remaniement de la peau. Donc, comme Marie-Christine l'a évoqué, à chaque fois qu'on revoit un chien qui a une dermatite atopique, on contrôle. Est-ce que les traitements antiparasitaires sont bien à jour? Oui, ils étaient bien à jour. Est-ce qu'on a des surinfections? Non, on n'avait pas de surinfection. Là, on a mis en place des soins topiques parce que c'est un chien qui n'avait pas de soins topiques. Donc, on a ajouté des émollients, des soins, des shampoings. Et j'ai proposé de l'oclacitinib qu'on a commencé à 0,5 mg par kilo 2 fois par jour. On a eu une bonne réponse et au bout d'un mois, on a baissé la dose à 0,25 mg par kilo et jusqu'en février-mars, les propriétaires m'ont donné des nouvelles par mail. On avait vraiment, ils étaient ravis. Up se grattait plus, un prurite qui était comme un chien rémission clinique, comme un chien normal. En mars, par contre,
Elle m'envoie un mail en disant « ça va plus ». Hop, se regratte. Donc je leur ai dit, vous revenez, on a vérifié les complications infectieuses, pas de complications infectieuses, tout est bien à jour, les soins topiques sont bien faits. Et donc on a décidé dans un premier temps de remonter temporairement la dose d'oclacitinib. Et puis le prurite a fait que s'aggraver. On est passé d'un prurite de 4 sur 10 à un prurite de 8 sur 10. J'ai décidé d'ajouter un dermocorticoïde. C'est une chienne qui a déjà eu de la cortisone par voie orale, qui la supporte très 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 mal. On a ajouté du Cortavance et puis ça ne s'est pas vraiment amélioré. Moi, cliniquement, les lésions étaient stables. Par contre, les propriétaires me rapportaient ce prurite qui était très très important et ça commençait à être difficile. En septembre, l'ulunocitinib, je me suis dit, tiens, on va l'essayer. On a commencé 0,6 mg par kilo par jour, et puis elle revient au bout de 15 jours, elle me dit bof, elle se gratte quand même toujours autant. Moi je trouvais que la peau était moins érythémateuse, que ça allait mieux. Et du coup, on a augmenté à 0,8 mg par kilo par jour, qui est le haut de la dose recommandée. Et je l'ai revue un mois après, et là, enfin, après des mois où cette propriétaire et ce chien n'étaient vraiment pas satisfaits de cet état, on a eu le prurite qui a diminué en dessous de 2. Donc pour illustrer un petit peu cliniquement, en septembre 2025, avant le départ de l'ilunocitinib et juste après, 2 mois après, en novembre, on voit que les poils ont bien repoussé. On n'a plus d'érythème, même s'il était assez peu marqué sur ces photos. C'est un petit peu plus marquant ici. Donc là, on a suivi up. On voit que on a commencé par un spectre étroit. C'était une chienne qui avait beaucoup de prurite, qui avait comme lésion de l'érythème, peu de remaniement cutané, qui a été peu satisfaisant. On a élargi le spectre avec de l'oclacitinib et la réponse a été très intéressante pendant plusieurs mois. Et puis après, on a eu un peu cet échappement de la maladie avec une poussée inflammatoire qui était plus importante, qu'on a eu du mal à contrôler et qui, pour l'instant, aujourd'hui, est stable sous zilunocitinib. Et un dernier exemple avec Rosalia. Donc un braque de Weimar femelle de 3 ans qui était présenté initialement pour un prurite très marqué, noté à 9 sur 10 et un érythème franc. On observait aussi un début de lichenification, la teinte était très marquée comme vous pouvez le voir. C'est un chien qui avait déjà reçu des corticoïdes qui avaient amené une amélioration mais pas de contrôle complet et surtout une polyuropolydipsie assez marquée. Lorsqu'on le reçoit en consultation, ce chien est traité avec de la céphalexine, du kétoconazole depuis 3 semaines. Il est correctement déparasité avec du sarolaner et on est très content parce que quand vous observez un chien comme ça, vous pouvez suspecter une gale sarcoptique, mais ce n'est pas le cas. À l'examen cytologique de surface qu'on fait systématiquement, on observe très peu d'éléments figurés, de rares malacésias, quelques coccis, donc le phénomène de surinfection n'est pas prépondérant et je vous le rappelle, ce chien il est déjà traité avec un antifongique et un antibiotique. À l'époque, le traitement mis en place est de l'oclacitinib à 0,5 mg par kilo 2 fois par jour pendant 14 jours, puis 1 fois par jour. Et on a associé à cela des soins locaux avec des lingettes hydratantes et antiseptiques et un shampoing hydratant. Un contrôle a été réalisé au bout d'1 mois. Et là, l'amélioration, elle est assez nette et rapide avec un score de prurite descendu à 3 sur 10, une absence de lésion active. Les gens sont ravis. On préconise un traitement de fond, donc là aussi peut-être diminuer un petit peu, resserrer le spectre d'action et puis mener une enquête allergologique pour favoriser en tout cas le suivi au long cours et caractériser des facteurs de poussée. Mais non, les gens s'en fichent. Les gens souhaitent poursuivre ce qui fonctionne et c'est tout. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. Contrôle à 3 mois, docteur, ça rechute. On a arrêté le traitement puisqu'il était guéri. Je vous laisse imaginer mon regard. Voilà. Voilà. J'en pensais pas moi. C'est exactement moi. Et il était là le problème, la rechute. C'est que les gens n'ont pas complètement compris le concept de la dermatite atopique. Donc, on a repris le traitement qui fonctionnait parce que les gens étaient demandeurs. On a remis en place les soins locaux et on a réexpliqué la maladie. Donc, on a fait de l'éducation thérapeutique, on a expliqué le fait que la dermatite atopique, c'est une maladie qui ne se guérit pas, qui va évoluer par poussée et par phase d'accalmie, et que nous, notre but, c'est de maintenir l'accalmie.
Vous pouvez utiliser plusieurs outils pour ça, vous pouvez l'expliquer en consultation. Vous pouvez utiliser des ouvrages qui sont faits exprès pour ça. Donc je cite celui-ci qu'on utilise beaucoup et que les gens adorent. Le but, quelle que soit la méthode utilisée, c'est de faire comprendre aux gens le principe de la maladie pour que l'observance et le suivi soient optimales. Alors ce chien, il a été recontrôlé après avoir remis en place le traitement. Les gens ont noté une amélioration, mais on avait une persistance de quelques lésions et d'un prurite encore notable. Donc là, vous voyez, il y a toujours une blépharite, une pododermatite. Donc le plan d'action pour Rosalia, c'est de changer de molécule avec une couverture plus large, avec de l'ilunocitinib, pour avoir un meilleur contrôle clinique, de poursuivre les soins locaux et de mettre en œuvre la recherche allergologique maintenant que les gens ont compris l'intérêt de mettre tout ça en œuvre. Donc vous l'aurez compris, la dermatite atopique, c'est une maladie qui est multifactorielle, donc le traitement doit être multimodal. C'est vraiment le fait de prendre tout ça en considération et de faire de l'éducation thérapeutique qui va permettre d'avoir un suivi optimal et une prise en charge clinique améliorée.